Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est la diffusion d'une séance des Mercredis des Révolutions, l'université populaire de la Société d'Histoire du XIXe siècle, en partenariat avec Politis, Mediapart et Parole d'Histoire. Une discussion passionnante qui a eu lieu le 1er mars dernier à la mairie du 18e à Paris, entre Alejandro Gómez et Sara Fila-Bacabadio, sur les enjeux raciaux des révolutions et des insurrections, depuis la révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791 jusqu'à, comme toujours dans cette université populaire, des résonances contemporaines avec notamment Black Lives Matter. Une séance animée par Romy Sanchez. Les autres épisodes du podcast et des mercredis sont à retrouver en ligne sur le site parolehistoire.fr et sur YouTube. Rendez-vous le 7 juin pour la dernière séance de l'année sur Anarchisme et Révolution, ce sera à la mairie du 18e et ensuite dans le podcast. Merci et très bonne écoute. Aujourd'hui, la séance s'intitule La question raciale et les insurrections, de la révolution haïtienne à Black Lives Matter. Et je vais vous présenter nos deux intervenantes et intervenants qui vont donc aborder cette question de la question raciale justement et des insurrections. On ira du 19e siècle jusqu'à l'époque plus contemporaine. Je commence peut-être par présenter Sara Fila-Bacabadio qui est à ma droite et qui est historienne en études américaines et afro-américaines. Elle est maîtresse de conférences à Cergy Paris Université. Et elle est aussi rédactrice en chef de la revue African Diaspora. Elle est membre du laboratoire Agora. Et ses recherches portent en particulier sur l'Atlantique noir. On reviendra sur cette expression. Ses recherches abordent les circulations intellectuelles, culturelles et politiques des Africains-Américains et Afro-descendants d'Europe au cours des XXe et XXIe siècles. Sara Fila-Bacabadio a étudié en particulier les connexions révolutionnaires des nationalismes africains-américains avec l'Afrique, justement, dans les années 60 et 70, 1960 et 1970. La formation et la migration de ce qu'on appelle les studies, qu'on pourrait traduire en français comme champ, domaine d'études, les études aréales précisément, voilà. En particulier, voilà, les Black Studies, les African Diaspora Studies, on en reparlera aussi. Et puis les représentations visuelles du corps noir et de la beauté noire. Elle a publié en 2016 un ouvrage intitulé Africa on My Mind, une histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis. C'est publié aux Indes savantes. C'est un travail qui retrace les origines de la notion d'afrocentrisme et qui décrit les pratiques de réafricanisation qu'elle a générées aux États-Unis entre 1965 et le début des années 2000. Et elle a aussi co-dirigé plusieurs numéros de revues et écrit de nombreux articles dans des périodiques, des ouvrages collectifs. À ma gauche, Alejandro Gómez, qui est maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle, qu'on appelle désormais ainsi, l'ancienne Paris 3, pardon, au laboratoire qui s'appelle le CREDA. Et Alejandro Gómez est titulaire d'une thèse en histoire et civilisation de l'école des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de plusieurs travaux sur les révolutions dans l'ère caribéenne. Sa thèse, elle portait sur l'impact idéologique et émotionnel de la révolution haïtienne en particulier sur le monde atlantique, et elle a reçu le prix de thèse de l'Institut des Amériques et aussi celui du Comité pour la mémoire de l'histoire, la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Cette thèse est devenue un ouvrage dont le titre est, il me semble, Spectre de la Révolution noire, si ma mémoire est bonne, publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. Et puis actuellement, il travaille à son deuxième projet, ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches dans le jargon universitaire, dans le langage universitaire, pardon, sur les interactions entre altérisation et subalternisation dans les mondes hispaniques du Moyen-Âge jusqu'au début XXe siècle. On reparlera de ces deux expressions. J'aimerais commencer par un premier thème pour commencer cette discussion aujourd'hui. Justement, je rebondis sur la spécialité d'Alejandro Gómez, sur le thème de ses premières recherches. Commencer peut-être par ce cas de la révolution haïtienne, puisqu'elle fait souvent office de ce qu'on appelle une matrice quand il s'agit d'aborder cette conjonction entre questions raciales et révolution. Dans ce que j'ai pu lire de vos travaux, il y a en partage le fait de faire référence aux résonances, entre autres, de cet événement haïtien, dont on peut rappeler l'importance, des résonances dans le monde américain et même au-delà, à l'échelle mondiale,
Peut-être vous pourriez respectivement nous expliquer ce que ces résonances d'Haïti révèlent des liens entre race, entre guillemets, et insurrection dans vos études respectives. Alors, pour Alejandro, il s'agit vraiment du cœur de votre première étude, alors que pour Sarah, il s'agit peut-être d'un événement référence qui est un événement parmi d'autres, pas aussi central, dans cette mise en récit de l'émancipation états-unienne ou dans les autres émancipations que vous avez étudiées. Et même peut-être qu'il y a d'autres référents historiques plus importants qui sont présents dans les mouvements que vous avez étudiés. Donc, si oui, lesquels et pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement importants, ces événements références dans vos cas, dans ce que vous avez étudié. Dans un esprit chronologique, je me tourne d'abord vers Alejandro Gomez pour répondre à cette première perche tendue sur Révolution haïtienne et sur les événements historiques qui font référence sur cette question raciale. Bon, merci Romy. Tout d'abord, je remercie les organisateurs et organisatrices de ce cycle de mercredi révolutionnaire. Je suis honoré d'être là aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on va parler de mon sujet préféré, la révolution de Saint-Domingue. Et donc, voilà. Et en effet, c'est une thématique que j'ai travaillé pour ma thèse, mais que j'ai continué à travailler, dans d'autres recherches, ultérieures. Parce que là, précisément, en travaillant les cas de la révolution de Saint-Domingue, je suis rendu compte que ces variables-là dont Romy vient de parler, c'est-à-dire la perception de l'autre et aussi l'impact émotionnel sont des variables très importantes pour pouvoir comprendre, pour essayer d'aller plus loin sur l'impact d'un événement ou un processus historique. Et là, on connaît, d'un point de vue historiographique, on connaît bien quelle a été l'invisibilisation, revenant sur l'expression de Rolf Trouillot, de ces processus tellement importants. Et là, je répète, d'un point de vue historiographique, comment ces révolutions sont imbriquées dans une chronologie large de révolutions et la manière dont on se rappelle, on fait mémoire de ces processus révolutionnaires. Mais moi j'ai travaillé la perspective des acteurs. Et lorsqu'on travaille la perspective des acteurs d'un point de vue prospectif, c'est autre chose complètement différent. C'est pour ça que je parle de la révolution des Saint-Domingue, parce que c'était la colonie des Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était à la fin du dernier décennie du XVIIIe siècle qu'on commence, notamment en Angleterre, à parler de la révolution des Saint-Domingue. C'est que beaucoup plus tard, chez les abolitionnistes états-uniens, que on va changer ça, au lieu de révolution des Saint-Domingue, on va utiliser Haïti, révolution haïtienne. Et donc là, ces variables de idéologie et émotion, c'est important parce que du côté aux Caraïbes des Blancs ou des immigrants européens, ça a été un véritable traumatisme. Le titre de mon ouvrage, Le spectre de la Révolution noire. Mais d'autre part, ça a été une véritable source d'inspiration pour les afro-descendants partout les continents, surtout de la région caribéenne. On trouve à la fin des années 90, on trouve un peu partout des soulèvements, des insurrections, dans lesquels on fait référence non seulement à Saint-Domingue, mais aussi à d'autres îles françaises, notamment l'île de la Guadeloupe. Et donc, c'est très clair, cette inspiration, partout les Amériques. Moi, j'ai trouvé même de références à Mendoza, en Argentine, mais surtout dans des sociétés de plantation aux Caraïbes, aux États-Unis et au Brésil. Mais ça commence à disparaître au fil du temps, surtout en Amérique latine, parce que là, c'est une situation complètement différente, une société complètement différente, et même une perception, une notion de race complètement différente. Et c'est ça qui est peut-être intéressant pour la session d'aujourd'hui, parce que il y a une différence très importante entre la perception des races qu'on trouve aux Caraïbes, dans la société de plantation de la fin, qui commence à se développer à la fin du XVIIe siècle, et une perception biologique et essentialiste, binaire, blanc, noir-blanc, pardon, tandis qu'ailleurs, dans le monde hispanique, on a toujours une perception plus du Moyen-Âge, d'une notion associée aux trois sortes de l'imaginaire, et donc il change peu, et on ne trouve pas cet essentialisme biologique en Amérique latine que beaucoup plus tard, troisième décennie du XIXe siècle. Et donc, pour mesurer l'impact de l'événement comme la Révolution haïtienne, bon, il faut tenir compte de ce genre de choses. Donc, d'un point de vue idéologique, et il y a plusieurs exemples ou de plusieurs impacts importants. Et il y a par exemple le côté britannique, on a
la situation, c'est ce qui s'est passé à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. On constate qu'il y a d'abord une sensation que c'est une sorte d'arme secrète des Français pour s'emparer de tous les Caraïbes. L'abolition de l'esclavage et un décret d'égalité pour les gens de couleur de l'année 92. Et donc c'est pas Saint-Domingue, c'est surtout la Guadeloupe que les Britanniques commencent vraiment à craindre qu'il y a une stratégie de la part des Français pour s'emparer de toute la région. Et il y a un autre aspect qui est très important, et à cause de ça aussi, c'est la sensation que la révolution de l'ère occidentale française, et surtout à Saint-Domingue, toutes les destructions, toute l'anarchie, est produit des idées jacobines. Et on même amalgame ce qu'on appelle la destruction de Saint-Domingue. Je vous rappelle que Saint-Domingue était la colonie la plus riche au monde à la fin du XVIIIe siècle, et même plus riche que Mexico et donc là, ces destructions, on dit voilà, c'est la faute des idées jacobines. Donc et parmi les idées jacobines, c'est l'abolition de l'esclavage, l'abolition immédiate de l'esclavage. Donc ça devient une arme secrète pour pouvoir recruter des afro-descendants dans les îles, mais c'est aussi la conséquence collatérale en France d'ailleurs d'une idée qui est nocive et qui, dans la région coloniale, devient encore plus dangereuse. Et donc, c'est ce qui se passe dans le Parlement britannique lors des dernières années, derniers mois de débats qui mènent à l'abolition de la traite en 1807. C'est le développement d'une notion d'abolition graduelle de l'esclavage. Et c'est cette notion d'abolition graduelle de l'esclavage qui existe déjà, mais qui va à devenir la notion qui désormais fait l'unanimité, même chez les révolutionnaires hispano-américains. Je vous rappelle que les révolutions hispano-américaines qui se déroule entre 1808 jusqu'à la chute de la Grande Colombie en 1830. Là, on a pas mal de mesures qui visaient l'abolition, ou mettre fin à l'esclavage, l'abolition de la traite, et des mesures de l'émancipation des nouveaux-nés, la loi des ventres libres. Et il y a que 3 abolitions immédiates de l'esclavage au Chili, en Amérique centrale et au Mexique. Partout ailleurs, c'est l'abolition graduelle. Et ça, je vous rappelle qu'il y a eu un impact énorme. L'influence britannique était très très forte à l'époque. Et d'autre part, d'un point de vue idéologique aussi, mais du côté des idées politiques, on a chez les révolutionnaires, et je parle là de révolutionnaires républicains aux États-Unis et aussi le révolutionnaire hispano-américain, il y a il développe une sorte de crainte vraiment collective pour la même raison à l'égard des idées jacobines. Francisco de Miranda, qui était là à Paris en 92-93 et qui était très près de la Gironde et par conséquent aussi de la Société des Amis des Noirs, il disait lors de Thermidor, il disait voilà, il faut fuir les idées jacobines comme la peste. Donc il y a un véritable tournant dans les idées. On trouve une situation similaire ou un tournant similaire aux États-Unis, et donc désormais, surtout en Amérique latine, il y a cette idée que il faut faire attention. Nous habitons dans des colonies dont la plupart de la population est dans cette région, pas partout, est afro-descendant, surtout la côte, la Nouvelle-Grenade, la côte vénézuélienne, partie du Mexique, et surtout les régions les îles espagnoles des Caraïbes. Donc, si on applique les idées de républicanisme radical, on va avoir le même résultat qu'en France durant la Terreur et aussi à Saint-Domingue pendant la Révolution. Et donc, c'est un effet assez remarquable, et peut-être c'est même politiquement incorrect de le dire, mais c'est un effet négatif d'une certaine manière de la révolution de Saint-Domingue, parce que là c'est une sorte de leçon que vous voyez. Il y a une leçon côté les idées abolitionnistes britanniques, mais il y a aussi une sorte de leçon côté les idées républicaines qui vont être appliquées pendant la révolution hispano-américaine. Et pour terminer, au fil du temps, c'est important, c'est fondamental pour les idées abolitionnistes républicaines, mais ça disparaît. Ça, on est trop plus. Il y a des cas isolés en Amérique latine, mais par contre, en Amérique du Nord, ailleurs en Europe, en Espagne, là où l'esclavage existe encore, ou qu'il y a des conséquences importantes encore, où il y a beaucoup des afro-descendants, on revient sur cette sorte de leçon de Saint-Domingue, soit en leçon négative, soit en leçon positive. Et pour les États-Unis, et c'est peut-être ça que je vais faire le lien avec
à ma collègue. Et c'est là, aux États-Unis, c'est très important parce que là, on va s'emparer de la leçon de Saint-Domingue, ou leçon qui devient, du point de vue du Sud, une véritable menace, parce qu'on trouve les cas de Saint-Domingue évoqués dans les publications abolitionnistes, des abolitionnistes radicaux du nord des États-Unis. Et on va voir des événements comme l'insurrection de Harper's Ferry au nord de la Virginie en 57, où on visait, où les plans étaient de s'emparer des armes de l'armée fédérale pour les répartir entre les Noirs du Sud pour qu'ils se soulèvent et pour créer à nouveau Haïti au sud des États-Unis. Donc, pour les États-Unis, c'est fondamental. Et l'impact des idées de l'abolitionnisme radical des États-Unis, c'est aussi très important, et donc on le trouve après chez les abolitionnistes espagnols à partir des années 1860. Donc ça continue, vous voyez, et donc du point de vue de la mémoire, c'est cette leçon-là qui au-delà du processus historique en soi-même, c'est aussi quelque chose qui est très important pour pouvoir comprendre l'âge révolutionnaire et aussi les conséquences de l'âge révolutionnaire. Merci Alejandro. Je passe la parole à Sarah sur cette même question des références historiques. Merci. Alors merci pour cette invitation et cette discussion transamérique que je n'ai pas si souvent que ça finalement. Alors moi je me suis posé effectivement la question. Donc mon travail est plutôt sur l'Atlantique noir. Donc en bref, comment les acteurs des mondes noirs travaillent ensemble, circulent, créent des projets ensemble, et plutôt 20e et 21e siècle. Quand on m'a posé la question initialement, je me suis demandé quelle était effectivement la conjonction entre race et révolution, et je me suis dit, en tant qu'américaniste, la première conjonction est plutôt finalement la déclaration d'indépendance et ce moment d'indépendance américaine. C'est-à-dire que dans ce temps qui est donc une guerre entre les colons d'Amérique du Nord britanniques et la couronne britannique, on a la déclaration d'indépendance en 1776 dans laquelle est indiqué en fait que le combat est contre une forme d'oppression. Donc il y a un long paragraphe et une longue partie de ce texte qui est dédié en fait à une description du roi britannique et du pourquoi les colons d'Amérique du Nord décident de s'en détacher. Et finalement, une bonne partie de la rhétorique qui est développée dans ce segment du texte est sur nous sommes considérés comme des citoyens, pas des citoyens, des sujets de second ordre, puisque nous ne sommes pas représentés au Parlement britannique comme les autres sujets. Nous sommes aussi oppressés parce qu'une partie de ce qu'on produit de manière économique issue des plantations notamment va au bénéfice du roi, et que pour ces raisons-là, pour le faire très très rapidement, nous décidons de prendre notre indépendance. Et une partie de la rhétorique développée dans ce texte est sur l'oppression et sur la légitimité d'une révolution. D'ailleurs, aux États-Unis, on ne parle pas tant que ça de la guerre d'indépendance, mais de la révolution américaine. Et donc la conjonction entre révolution et construction d'une nation moderne se passe là. Et donc, comme quelqu'un qui travaille sur les Noirs, à partir des Noirs, et aussi parce que voilà, c'est un terrain que je connais le mieux, il y a ce paradoxe-là qui se développe dès la construction de la nation américaine. C'est-à-dire que les pères fondateurs, qui sont par exemple Thomas Jefferson, qui est le plus connu puisqu'il est celui qui a écrit littéralement la Déclaration d'indépendance et qui sera ensuite le 3e président des États-Unis, écrit que cette nation doit être fondée sur l'égalité, la liberté et la potentialité pour tout le monde de poursuivre le bonheur. Et que ce nouveau territoire est justement ce lieu unique, modèle pour le reste du monde, à cause de ces valeurs-là. Et Thomas Jefferson est aussi désormais connu. Alors la question s'est posée notamment en 2000 parce que il avait un domaine en Virginie qui s'appelle Monticello, dans lequel il avait 500 esclaves, donc une plantation qui fonctionnait comme une plantation de n'importe quel maître de l'époque. Et donc ça veut dire que dans le même temps, il est capable d'écrire dans un document fondateur qu'il faut donc créer une nation avec des citoyens libres et égaux en droit, et dans le même temps revenir à la maison, dans son domaine où il y a effectivement des esclaves. Le deuxième temps de cette facette-là de Thomas Jefferson, mais on pourrait avoir cette discussion-là pour les autres pères fondateurs, c'est l'affaire de Sally Hemings, qui est sortie en 2000. Pour vous faire un résumé, Sally Hemings était une esclave sur la plantation de Jefferson.
et qu'il a prise en concubinage forcé, puisque à l'époque les maîtres s'arrogeaient le droit de prendre en concubinage forcé certaines esclaves sur les plantations. Il la prend avec lui après la mort de sa femme qui lui a fait promettre de ne pas se remarier. Mais Sally Hemings a 14 ans, il en a 44. Et il a donc 6 enfants avec elle, et elle lui fait pour remettre de ne pas mettre en esclavage ses enfants, donc elle reste esclave et lui et les enfants ne le seront pas. L'intéressant de cette chose, c'est que, alors je fais aussi des cours aux étudiants sur le patrimoine et notamment sur cette question-là. L'intéressant, c'est que la représentation toujours contemporaine de Jefferson est toujours sur l'homme d'État qui a apporté la démocratie et des valeurs fondamentales à ce pays et au reste du monde également. Et le chapitre Sally Hemings est difficile toujours à avaler, même si pratiquement dans le domaine de Monticello, il y a une partie des visites qui sont organisées pour faire émerger cette question. Mais tout ça pour dire que pour moi, dans un cadre proprement états-unien, le moment premier en fait de la conjonction entre race et révolution est là, et il est construit par ses pères fondateurs en oblitérant de manière tout à fait volontaire la partie esclave de cette nation, tout en sachant en fait que ce moment-là est la raison de tout le reste. Et la raison de toutes les difficultés avec la ligne de couleur, la difficulté avec ensuite la ségrégation et aussi la difficulté que nous avons aujourd'hui avec les représentations des Noirs dans la société contemporaine. Et donc Haïti effectivement fait partie des révolutions, mais par exemple, alors je connais moins ce terrain-là qu'Alejandro, donc très humblement. Moi j'ai travaillé là-dessus à partir des panafricanismes et des circulations, et notamment reprenant les archives qui sont écrites par ce que moi j'appelle les nationalistes classiques, qui sont effectivement des abolitionnistes, milieu du 19e siècle jusqu'en visant large début du 20e siècle, qui discutent de la meilleure option face à l'esclavage. Certains décident, comme Frederick Douglass, qu'il faut confronter la nation américaine à ses principes et à sa contradiction première, donc de ne pas donner les mêmes droits aux esclaves. D'autres, comme Alexander Crummell ou Martin Delany, disent qu'il faut partir, que la seule solution est de s'installer ailleurs pour fonder une nation noire. Mais la question c'est où s'installer et comment construire cette nation. Et une bonne partie d'entre eux regardent vers l'Afrique parce que l'Afrique est la terre des ancêtres. Et ce qui est intéressant pour moi, qui travaille beaucoup sur cette relation entre États-Unis et Afrique, c'est qu'ils découpent un peu le continent africain selon des zones qui seraient pertinentes, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent par exemple à une zone au Nigeria, parce qu'ils se disent qu'elle est fertile, qu'on va pouvoir s'installer, recréer des plantations, parce qu'ils ne sont pas totalement débarrassés en fait du système d'où ils viennent, recréer un système politique qui sera aussi assez similaire par rapport au système américain. Ça ne fonctionne pas. Ils regardent aussi dans la vallée du Niger pour voir s'il n'y aurait pas une possibilité. Donc ils lancent des expéditions, c'est-à-dire qu'ils partent sur place. Delany part en expédition en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique de l'Est pour voir s'il n'y aurait pas un territoire propice à l'installation. Ils ont aussi en tête la Sierra Leone, qui est déjà une colonie britannique, qui a reçu une partie d'anciens esclaves, et ensuite il y aura le cas du Libéria. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'ils disent aussi, est en balance en fait ce territoire qui les attire comme lieu premier parce que ce serait une forme de boucler la boucle et fermer ce que l'esclavage a détruit. Et puis apparaît effectivement Haïti dans des discussions où ils ne sont pas du tout d'accord en fait. Et en relisant quelques textes avant de venir, certains expliquent que, effectivement, Haïti est la première nation noire et que c'est un modèle et que c'est une sorte d'horizon vers lequel ils doivent aller. Et dans le même temps, ils ne sont pas totalement prêts à partager, en fait, une forme de pouvoir avec des gens qui sont déjà dans une histoire très différente, qui ont déjà construit leur État et dans lequel il y a déjà un certain nombre de discussions. Donc, eux veulent recréer, ils sont américains, dans le mauvais sens du terme, états-uniens, ils veulent recréer un territoire dont ils seront les décideurs. Et c'est aussi ce qu'ils vont faire quand ils seront au Libéria et qui cause des distinctions jusqu'à maintenant entre les peuples dits autochtones, dans un langage très colonial, et ces afro-descendants qui viennent s'installer à nouveau. C'est-à-dire que ils prennent le pouvoir. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, et ce que je trouve intéressant, c'est justement la difficulté du dialogue à ce moment-là, pour ces gens-là, de se dire, bon, on va construire ensemble, avec ces Caribéens qui n'ont pas exactement la même histoire, qui ont des parallèles et des points communs, et ils n'en sont pas encore totalement là. Donc pour moi, en fait, l'événement fondateur, d'un point de vue totalement états-unien, et donc, c'est 1776 et la construction du paradoxe que les États-Unis vont traîner jusqu'à la période contemporaine, et dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Merci beaucoup à tous deux pour cette première ces premières réponses qui servent d'entrée en matière, plus que ça même, puisque il était question effectivement de ces deux moments 1776 et 1791. En écoutant Sarah, je pense et aussi à toutes les ambivalences et tous les paradoxes qui se jouent dans la Saint-Domingue des années 1790, puisque quand on l'explique aux étudiants, il y a aussi la question de la concomitance relative avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais là aussi, l'oblitération, l'exclusion, le silence ne sont pas loin une fois ça arrive assez rapidement dans l'explication. Donc la mise en parallèle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle peut éclairer certaines choses, je crois. J'aimerais désormais vous parler de deux références qui apparaissent dans les travaux que vous m'aviez envoyés pour préparer cette session, des ouvrages qui datent des années 90 et qui parlent, si ce n'est exactement, de la relation entre question raciale et révolution au pluriel, qui parle de ce qu'on est en train d'aborder autour des paradoxes de l'émancipation, de la libération et de tout ce qu'elle implique comme silence sur les questions raciales, sur la racialisation et les lignes de couleur. J'ai pensé d'abord, parce que on a eu l'occasion d'en discuter il y a des années, au livre qui s'appelle The Common Wind, le vent commun, d'un historien récemment disparu qui s'appelle Julius Scott, et qui démontre, je le dis très rapidement, l'existence d'un climat révolutionnaire au sens le plus large du terme, puisqu'il parle de vent commun, d'un climat révolutionnaire et d'un langage politique de l'émancipation qui serait commun à tout le bassin caribéen, justement à la fin du XVIIIe siècle, la période qu'on vient de mentionner. D'autre part, dans les travaux de Sarah, apparaît à de nombreuses reprises cette expression devenue plus qu'une expression d'Atlantique noir, qui vient donc de cet ouvrage de Paul Gilroy, Black Atlantic, qui là aussi, je vais très vite, qui fait état de cet Atlantique noir qui coexisterait, qu'il faudrait apprendre à connaître parce qu'il a été longtemps oblitéré par une histoire atlantique de la domination européenne impériale et qui a justement l'Afrique et l'afrodescendance comme culture commune. Alors, comment est-ce que vous pourriez expliquer pour vos terrains respectifs ce qui apparaît comme peut-être la construction d'une culture politique révolutionnaire et insurrectionnelle? Il y a insurrection dans le titre de la séance d'aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a une culture politique qui a pour principal sujet cette domination raciste des afrodescendantes et afrodescendants? Comment est-ce que ces deux ouvrages, ils parlent un peu de ça, ils parlent d'une culture politique commune, et comment est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se forme justement? Pour Alejandro, je pensais aux comparaisons entre le monde afro-caribéen et les révolutions hispano-américaines, on en a déjà parlé, et peut-être pour Sarah, il y avait la dimension atlantique de tous ces travaux, puisqu'on a déjà parlé atlantique en fait dans la première réponse, et puis il y a ce thème des panafricanismes au pluriel que vous avez récemment étudié. Donc je vous laisse la parole sur cette question de la culture politique, oui, simple, vraiment. Oui, merci Romy. Bonne question. Hein. C'est en effet une question centrale parce que et pas seulement par rapport sur la période révolutionnaire, parce qu'on peut se poser la même question par rapport aux moriscos en Espagne au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, où finit la résistance une forme de travail forcé, de subalternisation à l'esclavage, et où commence un projet politique avec des objectifs clairs qui utilisent les idées de l'époque. Et c'est la question, je crois que c'est une question que à cette époque, à l'époque qui nous intéresse, on doit se poser parce qu'il y a des idées politiques modernes très claires. Là, il y a une révolution métropolitaine qui a des échos un peu partout. Je parle de Pondichéry en Inde, de la demi-île de Gorée au Sénégal et bien sûr les Caraïbes. Et il y a des problèmes qui similaires un peu partout, mais qui, au début au moins, on
on voit que ce sont les élites des secteurs intermédiaires, c'est-à-dire les métis en Inde ou les quarterons des Antilles françaises, qui se soulèvent, qui réagissent pour essayer de profiter du nouveau climat politique. Et donc, ils vont agir, par exemple, en Inde et au Gorée, les Signares vont réagir contre le monopole de la Compagnie de Guinée, par exemple, le monopole commercial de la Compagnie de Guinée. Et aux Antilles françaises, notamment à Saint-Domingue, au sud de Saint-Domingue, il y a une élite de quarterons, non, c'est-à-dire, je ne vais pas expliquer les quarterons, mais oui, les quarterons, c'est les troisième niveau de mélange entre africains et blancs. Donc ça commence avec mulâtre, tierceron, quarteron, canteron, et on trouve ça un peu partout. Hein. Ben, j'ai trouvé par exemple à la Jamaïque des octoroons, c'est vraiment, ça continue. Mais à la fois, on peut aussi trouver des esclaves quarterons. J'ai trouvé par exemple au XVIIe siècle au Pérou, et il était plus cher d'ailleurs. Mais ça c'est autre chose. Et donc ces individus-là, en ce qui concerne cette élite de Saint-Domingue, ils sont envoyés de députés aux États généraux ici à Paris, et ils voulaient d'une certaine manière qu'on reconnaisse leur statut des blancs qu'ils savaient déjà. Parce qu'il y a eu, à Saint-Domingue et aux Antilles françaises, il y a eu une aggravation de la perception de ces individus, de ces secteurs de gens de couleur, expression qui n'existait pas au début du XVIIe siècle. Et donc, il réagit parce qu'il veut être considéré comme des sujets français à part entière. Et sincèrement, il y a un moment que c'est vraiment frappant parce que l'un d'entre eux, qui va après va être le meneur d'une grande révolte de mulâtres à Saint-Domingue, Vincent Roger, il va être invité et écouté au club des planteurs, au club Massiac, ici à Paris, en 89. Donc, nous sommes tous des blancs et ce sont les noirs. Il faut se méfier des idées politiques dangereuses de la révolution parce que là, peut produire des révoltes d'esclaves. Donc, il y a ce sont les idées, la représentation, l'ouverture de la représentation au secteur afrodescendant, et là aussi les droits de l'homme, aussi le garde national. Ce sont des espaces dans lesquels ces afrodescendants des conditions libres pensent qu'ils peuvent entrer pour devenir de véritables citoyens. Et c'est là, en 1790, au nord de la Martinique, à Saint-Pierre, durant la fête de Dieu, qui tout a commencé. C'était une révolte, un affrontement entre des mulâtres et des blancs, et c'est le début d'une guerre civile qui va se répandre ensuite aux autres îles, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue. Et donc, c'est dans ces chaos, dans ces conflits, où on trouve, où éclate cette révolte extraordinaire à la plaine du Nord, au nord de Saint-Domingue, en août-septembre 1791, une révolte où les citoyens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Certains disent qu'il y avait 100 000 esclaves, d'autres 80 000 esclaves. En tout cas, c'était énorme. Et une insurrection d'esclaves, c'est énorme, la plus grande de l'époque moderne. Est-ce que c'était une révolution? Est-ce que c'était un accord entrelacé avec les idées révolutionnaires? Il y a eu effectivement de l'opportunisme. Mais ce qui est intéressant, c'est pas, à mon avis, c'est pas ça. C'est comment ces esclaves ou anciens esclaves qui se sont soulevés ont pris des choix. Certains sont passés du côté espagnol et ont prêté serment au roi d'Espagne, par exemple. Ils se sont battus désormais du côté espagnol. Et ce sont ce qu'on appelle los negros auxiliares, qui se battent du côté espagnol. Et d'autres vont passer du côté britannique, la même chose. Mais c'est plus tard, lorsque finalement la République devient autre chose, en 93 notamment, et qu'elle décide de rentrer ou rejoindre le camp français, parce qu'il s'agissait d'autres Français. Il y avait d'autres Français, c'était la République, il y avait un discours anti-décolonisateur, et donc c'est à ce moment-là où il y a, à mon avis, il y a une politisation dans laquelle on prend en compte, on s'approprie des idées de l'époque pour construire autre chose. Et donc, vous voyez, on passe la révolte, j'insiste, c'est énorme, c'est une révolte d'esclaves. Il y en a eu depuis la nuit du temps. Mais dans ces cas-là, en particulier, c'est une révolte d'esclaves qui va changer, où les acteurs vont s'approprier des idées, et ça va devenir autre chose. Donc, on va avoir, des noirs libres,
des anciens esclaves, des marrons, il y a pas mal de marrons aussi, et on va voir aussi les gens de couleur, mulâtres, quarterons, etc., qui vont finalement, au temps de Toussaint Louverture, se mettre d'accord, et il y aura une constitution qui donnait à Toussaint Louverture devenir gouverneur à vie et l'abolition de l'esclavage pour toujours dans la colonie de Saint-Domingue. Et pour lui, c'est ce qui a fait Napoléon, c'est une sorte une trahison à la République. C'est pas seulement lorsque Napoléon a envoyé cette armée de l'éclair, pour lui c'était une trahison en principe républicain, c'était pas seulement une attaque contre Saint-Domingue. Et donc c'est autre chose qu'il voulait ajouter, c'est le fait que ce sont les idées. Ce sont les idées appropriées par ces individus qui vont continuer après. Il y a l'histoire de Saint-Domingue, lorsqu'il devient Haïti, ça continue. Bon, il y a les régions de Christophe au nord, puis la République au sud. Mais on trouve après, à l'époque de l'indépendance hispano-américaine, moi je trouve par exemple des combattants haïtiens de l'armée de Cartagena d'Indias en 1812. On trouve aussi les derniers bastions patriotes, c'est-à-dire républicains de la Troisième République vénézuélienne, en 1814, à l'est du Venezuela, juste devant côté de la terre ferme, devant l'île de la Trinité. C'était une petite ville assiégée par des forces monarchistes espagnoles, et les combattants étaient des mulâtres de Sainte-Lucie et d'autres îles françaises. Donc, il y a aussi dans les équipages des corsaires des armées républicaines, des patriotes hispano-américains de Buenos Aires, de Mexico, de Caracas, de Carthagène, il y a pas mal des individus des Antilles françaises. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est leur objectif? C'est une sorte de révolution universelle. C'est une sorte les mêmes objectifs poursuivis par les afro-descendants qui sont participés aux révolutions dans les îles, et même ici, aux métropoles. Quand arrive il y a un moment clé, l'arrivée de Jean-Baptiste Belley et d'autres députés de Saint-Domingue qui arrivent ici, à Paris, au Temple de la Raison, et voilà, c'est la fête, quoi. C'est la grande révolution universelle qu'on mène, un combat vraiment d'une portée planétaire. Et je crois, c'est pas une spéculation, mais en tout cas, c'est vraiment frappant de continuer à trouver ces individus dans les armées républicaines de la terre ferme et d'autres républiques nouvelles hispano-américaines. Et c'est clair pour moi qu'ils cherchent le même objectif, c'est-à-dire une république qui permet qu'ils deviennent finalement des citoyens à part entière. Merci beaucoup, Alejandro. Je passe la parole à Sarah sur cette question de la culture politique commune, et laquelle? Alors, j'ai juste une précision technique concernant Paul Gilroy. Donc, le champ de l'Atlantique noir à partir du livre de Gilroy est effectivement devenu mon champ. C'est-à-dire qu'initialement, je travaille sur l'histoire africaine-américaine, mais en suivant en fait les travaux et les actions des intéressés, en fait, j'ai migré vers l'Afrique et j'ai fait le chemin avec eux. L'une des choses qui est intéressante dans le travail de Gilroy, c'est qu'en fait, il propose qu'on observe en fait l'espace atlantique, l'océan Atlantique, et comment ce moment de ce qu'on appelle le passage du milieu, donc le passage des esclaves qui sont transportés vers les Amériques au fond de la cale des bateaux négriers, est un moment de construction premier des cultures et des identités afrodescendantes. Et donc ce moment-là qu'on n'avait pas autant que ça développé est intéressant aussi. La critique qui lui a été faite et qu'on peut comprendre, c'est qu'il ne parle pas du tout d'Afrique en fait. Ça ne fait pas partie de son champ d'observation. Lui parle de l'océan et après des Amériques. Alors, c'est à nous, ensuite, génération suivante, d'étayer un peu la chose, puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice, donc voilà la mienne. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et j'ai une double réponse. J'ai une réponse assez immédiate, qui n'est pas du tout scientifique, mais j'ai quand même la dire, c'est que, est-ce qu'il y a une culture insurrectionnelle et révolutionnaire aux États-Unis? Je ne crois pas. Et en même temps, j'imagine que ça devrait, puisque au quotidien, quand on est africain-américain ou personne non blanche, puisque ça a un sens particulier aux États-Unis d'être blanc ou pas blanc, eh bien, à un moment donné, on peut supposer qu'une partie des gens pourrait se dire que c'est une solution pour lutter contre la ségrégation, pour lutter contre l'esclavage et contre la discrimination aujourd'hui. Je vous donne un exemple qui n'est donc pas universitaire. J'ai une amie africaine-américaine avec laquelle je discutais, qui m'explique que pour elle, si elle avait vécu à ces périodes-là, en fait, c'est peut-être une voie qu'elle aurait explorée parce qu'elle n'était pas capable de faire comme les générations précédentes, d'organiser des marches, d'être patiente, de faire des sittings, et d'avoir donc une action non violente parce que la violence en face n'était pas supportable.
Et donc j'ai repris en fait la trame de l'histoire américaine en me disant mais finalement à quel moment ces insurrections, à quel moment parle-t-on d'insurrection dans l'histoire américaine quand il s'agit des Afro-Américains? Et finalement, on parle de cela quand il s'agit de révolte d'esclaves. Quand on regarde en fait les sources, notamment de la presse locale, on parle en fait effectivement d'esclaves qui s'attaquent à un maître ou décident de prendre les armes et prennent les chemins et décident de fuir. Et donc on est vraiment dans une identification très particulière en fait de à quoi correspond et à un temps particulier l'histoire africaine-américaine. Mais si on prend la chose sur la longue durée, le combat africain-américain pour l'égalité est en fait finalement une politique de petits pas et quelque chose qui finalement n'est pas visible. Autant l'insurrection, la révolte est quelque chose de marquant, de soudain, de violent, autant la réalité de leur combat est plus souvent dans un tribunal, parce que quelqu'un a essayé d'avoir les mêmes droits. Par exemple, je vous donne un exemple pratique. En 1954, on a l'arrêté Brown versus the Board of Education of Topeka. Donc, Monsieur Brown, qui est en Californie, espère scolariser ses 2 filles dans l'école à proximité de chez lui et ne peut pas parce qu'elles sont noires et que l'école ne prend pas d'enfants noirs. Et donc il va devant une cour de justice et d'une décision de justice à l'autre, on arrive à la Cour suprême et donc cette décision qui définit la déségrégation scolaire. Et donc c'est l'une des premières brèches dans le mouvement pour les droits civiques modernes. Je vous expliquerai après sur la longueur. Ça, c'est ce qui se passe réellement en fait au quotidien pour la plupart des Africains-Américains et en quoi consiste une bonne partie de ce combat pour l'égalité, notamment mené par des associations comme la NAACP, qui est National Association for the Advancement of Colored People, traduction l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur, créée en 1909, qui soutient en fait les individus lambda pour aller donc face à un juge qui généralement a une opinion déjà arrêtée sur le sujet et pour les aider donc à défendre leur cas. L'intérêt aussi, c'est que on comprend et c'est ce que je discutais avec mon ami, c'est que ils utilisent la loi d'un pays qui les exclut pour pouvoir avoir des droits. C'est-à-dire que l'une des formes de résilience en fait de ce combat, c'est de croire qu'à un moment donné, les gens vont entendre raison et accepter de comprendre que leur application de la loi n'est pas ce qu'elle devrait être. Et donc, la réalité, c'est plutôt ça. C'est une lutte pied à pied avec les institutions, qu'elles soient des États ou de l'État fédéral, pour l'école, pour les transports, pour la santé. Et effectivement, ça, c'est un travail de terrain très ordinaire, invisible, que la plupart des Américains ne voyaient pas et ne comprenaient pas, et qui finalement a peut-être en un sens desservi, je pense, l'efficacité de ce mouvement et a peut-être contribué à transformer le moment des années 50-60 en le mouvement pour les droits civiques, alors qu'en fait, il existe depuis plus d'un siècle et qu'en fait les gens luttent depuis très longtemps, mais invisiblement, pas noté par les médias, sachant qu'on est dans une société ségrégée pendant une bonne partie du début du XXe siècle et que tout ce qui a trait aux Africains-Américains n'est pas montré. Les choses sont montrées uniquement lorsqu'il y a dans la presse locale. Alors, si vous êtes intéressé, il y a beaucoup d'images sur Internet de lynchage et donc de gens dans un village ou dans une ville lambda qui viennent assister au lynchage avec leurs enfants. Et donc là, on voit en fait ce que ça veut dire, mais avec un discours associé à une sédimentation de la ségrégation. Et donc tout ce qui est lié à l'insurrection, en fait, finalement, rejoint le terrain qui est le mien finalement, c'est-à-dire que on a une discussion entre Africains, Américains et Afro-descendants à un moment donné au fil du XXe siècle et particulièrement à la fin du mouvement pour les droits civiques. Pour contextualiser, une partie des étudiants participant au mouvement pour les droits civiques, qui ont été les précurseurs de ce mouvement et de la non-violence bien avant Martin Luther King en l'occurrence, d'où quelques frictions en termes de leadership, considère à un moment donné que malgré des gains notoires, c'est-à-dire le fait d'avoir récupéré les droits civiques en 64 et le droit de vote en 65, autre parenthèse, ils les avaient déjà après la guerre de sécession. Quand la guerre de sécession a été perdue par les États esclavagistes du Sud, les premières mesures ont été de rendre en fait les esclaves libres et de les transformer en citoyens. Les États du Sud ont verrouillé la chose assez rapidement en instaurant les lois qu'on appelle Jim Crow pour justement les empêcher en fait d'exercer ces droits. Donc ça peut être des choses très apparemment petites, mais devoir payer une cotisation pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, alors qu'une partie des gens ne pouvaient pas le faire. Et donc
les étudiants dans les années 60 commencent à se dire que certes il y a des gains politiques, mais que tendre l'autre joue et se faire attaquer par des policiers, par des chiens policiers, par des lances à incendie, ça n'est plus possible. Et donc ils ont déjà des discussions dans les syndicats étudiants sur il va falloir trouver d'autres stratégies parce que nous ne tenons plus et les autres autour de nous ne tiennent plus non plus. Et là en fait une partie d'entre eux commencent à avoir des cours du soir et des lectures qui viennent d'ailleurs. Et petit à petit, ils lisent par exemple Fanon. Fanon est une star dans les milieux protestataires africains-américains et à travers le monde, notamment sur la question de l'usage de la violence et comment l'utiliser et comment ça peut devenir un registre effectivement de réponse à la violence. Alors je fais pas l'apologie de la violence, je dis juste que ça fait partie en fait du registre. Et donc ils vont aussi voyager en Afrique, voyager parfois en Chine, un peu plus tard, pour essayer en fait d'avoir des discussions avec d'autres militants qui sont pour le coup des militants anticoloniaux et anti-impérialistes. Et donc, je pense qu'en fait, pour pouvoir comprendre l'apparition de cette question de l'insurrection, et finalement il n'y a pas vraiment de culture, je pense pas que ça soit une véritable trame en fait de cette histoire politique. Sont des moments. Mais par contre, il faut comprendre la généalogie. Comment ils arrivent là. Et l'une des généalogies, c'est effectivement les panafricanismes qui existent depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à maintenant, et aussi les discussions que ces milieux panafricains développent. Par exemple, il y a Dubois, donc W.E.B. Du Bois. Si vous devez connaître une seule personne, un seul nom africain-américain dans l'histoire africaine-américaine, c'est lui. C'est un personnage en soi qui a eu premier noir à avoir un doctorat à Harvard, premier noir pour à peu près tout, cofondateur de la NAACP, militant antiraciste, fondateur de journaux. Il a une bibliographie que nous n'aurons jamais, nous trois réunis, même morts, parce que elle est gigantesque, et il vit jusqu'à plus de 90 ans, et à la fin de sa vie, il en a assez, et il migre en fait au Ghana indépendant, parce qu'il se dit que qu'il n'en peut plus, et que là c'est une sorte d'accomplissement de ce dont il rêvait. Mais bon. Et il y a toute une discussion chez Dubois et qu'il engage avec d'autres, parce qu'il y a beaucoup de correspondances, notamment mises en ligne par l'université de Massachusetts, sur qu'est-ce que la condition noire. Alors aujourd'hui, on parle de la condition noire, mais déjà Dubois en parlait. Qu'est-ce que veut dire être noir aux États-Unis et comment on peut comparer la situation avec d'autres endroits. Il discute de ce que Achille Mbembe ensuite a appelé la figure du nègre, c'est-à-dire que cette espèce d'archétype corporel et à la fois une sorte de soubassement de l'humanité, comment elle s'appelle, Sylvia Wynter, qui est une autrice caribéenne, je crois, qui travaille aux États-Unis, parle de presque humain. En bref, comment on invente la figure du noir, la figure du nègre, comme un soubassement de l'humanité, et comment on va étayer cet archétype pour justifier la domination raciale. Et donc cette discussion-là, elle alimente aussi les générations suivantes. Je vous donne un autre exemple. Donc en travaillant sur le panafricanisme, j'ai redécouvert certaines choses, notamment un échange, une correspondance entre René Maran, que peut-être que vous connaissez, prix Goncourt 1921 pour Batouala, que je vous invite aussi à lire, qui a été réédité, c'est pour ça que c'est plus facile. Donc en 1943, René Maran a une discussion avec Alan Locke, qui est l'un des concepteurs de ce qu'on appelle the New Negro, donc qui conçoit en fait un être au monde pleinement humain, pleinement assis dans sa culture et son identité noire, qui est aussi sociologue. Et donc ils essaient de développer une sociologie de la race et du racisme à l'échelle globale. Et ils prennent cette question-là depuis l'endroit où ils sont, c'est-à-dire que Locke depuis les États-Unis et René Maran depuis la France. Et ils arrivent, alors je vous fais la version très courte de la chose, ils arrivent à une discussion, une conclusion en disant que la France et les États-Unis sont des démocraties contradictoires puisque elles tiennent et défendent et se représentent à travers des principes fondateurs, mais n'appliquent pas ces principes aux populations noires, et que ce problème dont je parlais tout à l'heure, en fait, est quelque chose de lancinant qu'il faudra à un moment donné régler. Et qu'il se propose, en fait, d'essayer de déconstruire cette notion-là et de déconstruire les mécanismes du racisme de manière globale pour essayer de voir quelles solutions peuvent être apportées ensuite. Une autre chose qui est intéressante dans cette généalogie, qu'on va retrouver ensuite dans les discours des Panthères Noires, de Malcolm X un peu, et d'autres tenants des nationalismes modernes, années 60 et années 70, c'est la notion de prédation. C'est-à-dire que ils discutent de la prédation des corps. L'esclavage est une prédation des corps. On prélève les corps du territoire africain pour les emmener ailleurs, pour les transformer en matériaux.
en plus humain, mais ils sont de la matière pour produire une autre matière. Et donc Dubois commence à réfléchir aussi à ça, notamment dans un ouvrage qui s'appelle The Negro, qui est en fait une histoire assez longitudinale de la présence noire dans l'histoire mondiale. Et il cherche à voir quel est le moment de basculement en fait de cette catégorie-là. Et il met en parallèle un peu plus tard, dans les années 40, avec la prédation de la terre africaine. Comment les États européens et occidentaux et ensuite américains viennent en Afrique pour utiliser les ressources primaires, et qu'en fait il dit donc on a dans les années 40 après la Deuxième Guerre mondiale, et il explique littéralement, je cite, que les maîtres blancs ont perdu le monopole en engageant le reste du monde dans 2 guerres mondiales. Ils ne sont plus capables de mener le monde, ils ne sont capables que d'exploiter ces terres et exploiter les autres. Donc le futur va être en Afrique. Et donc on va essayer d'organiser ce futur qui sera inclusif, qui sera avec tout le monde, mais finalement on va peut-être changer la polarité et commencer depuis l'Afrique et puis depuis l'Europe, parce qu'on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Et donc tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais ces discussions-là alimentent en fait les nationalistes. Pour vous donner un contexte pratique, quand vous entriez dans un mouvement nationaliste, vous aviez un moment d'éducation. Donc vous aviez des cours du soir dans le quartier dans lequel vous étiez pour apprendre en fait et lire des sources. Donc vous aviez Fanon, vous aviez Dubois aussi. Et donc pour apprendre aussi à avoir un point de vue critique et à discuter de ce que vous vouliez faire, et discuter aussi de quel type de stratégie vous deviez avoir pour vous libérer. Vous lisiez aussi Kwame Nkrumah, enfin voilà, des personnages de cet ordre-là. L'intéressant, c'est que ces microcosmes-là, en fait, qui sont généralement assez invisibles pour monsieur, madame, tout le monde aux États-Unis et certainement ici, sont une trame parallèle, en fait, de cette histoire africaine-américaine et de cette question d'insurrection. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ces débats-là, si on ne comprend pas les argumentations qui sont développées dans ces espaces-là, on ne comprend pas en fait comment on a les Panthères Noires en 65, comment on a Malcolm X arrivant au début des années 60, devenant porte-parole de la nation d'islam. Parce que tous en fait font référence à la fois à une histoire première qui est la traite transatlantique et le traitement des Africains-Américains aux États-Unis, mais aussi au présent, qu'est-ce qu'on va faire et comment allons-nous construire une révolution globale. Et donc je pense qu'il faut penser cette idée de culture globale ou commune insurrectionnelle par ce biais-là, parce qu'autrement on manque en fait une bonne partie. Je vais peut-être rapidement finir avec une référence de Malcolm X en 1965. Il a une grande ambition, il aimerait déposer une motion à l'ONU qui condamnerait les États-Unis pour la discrimination raciale, en disant une nation moderne, démocratie moderne qui s'est targuée d'être la première démocratie moderne en Occident, ne peut en même temps pratiquer la discrimination de ses citoyens, et il espère avoir le soutien des nouvelles nations indépendantes en Afrique. Donc il fait la tournée, il va voir Nkrumah, il va voir Julius Nyerere, il va voir tout le monde pour leur dire maintenant que vous êtes indépendants, vous avez une place dans cette institution, donc il faut aider les cousins de l'autre côté de l'Atlantique. Et les cousins, alors comme je l'écris, je le dis, les cousins se comportent en cousins éloignés, qui lui expliquent que c'est gentil d'être venu, qu'ils reconnaissent effectivement bien qu'il y a un combat et qu'il est important, mais que eux sont américains et que eux ne sont pas dans le même contexte. Et on les encourage à détruire la machine anti-impérialiste de l'intérieur, mais que les pays africains ont d'autres choses à faire, c'est-à-dire construire leur nation naissante, et qu'ils ne sont absolument pas du tout intéressés. Quand Malcolm X revient, il ne dit pas en fait à quel point c'est un échec, mais il représente ensuite ça comme une prise de contact qui est un début de dialogue renouvelé entre Africains, Américains et Africains. Et donc ces dialogues double bande qui vont aussi exister pour les Panthères Noires, qui vont aller, alors après je pourrais peut-être en parler après, on verra, qui vont aller en Algérie, qui vont aller au Congo-Brazzaville pour les mêmes raisons, et ça, il va se passer la même chose, soutien distant, mais pas d'action visible sur la scène internationale. Et donc, pour autant, on récupère en fait tout ceci dans l'idée d'une révolution globale, d'une culture d'une défense globale d'un être noir, parce que nous sommes tous issus de la même origine, et tout ceci en fait est réellement ce qui porte ce questionnement. Donc en fait, la chose vient assez tardivement dans l'histoire africaine-américaine. Elle n'est pas si fréquente que ça. Je dois reconnaître que je les trouve extrêmement patients, même jusqu'à maintenant. On n'a pas autant que ça de ce qu'ils appellent souvent plus des émeutes que des révoltes. Il y en a assez peu. Il y a des manifestations, il y a des marches,
les marches existent depuis plus d'un siècle. Alors on a vu les droits civiques années 50-60, mais dès le début des années 10-20, on a par exemple Marcus Garvey qui organise des marches, mais qui sont plutôt dans les quartiers noirs. Donc ça se voit moins, donc il y a peu de presse à en faire état. On a des sit-ins avec des pancartes, notamment la fameuse I am a man, qui est donc une pancarte qu'on retrouve à travers tout le long mouvement pour les droits civiques. Et finalement, il y a une certaine, patience de ces personnes qui finalement subissent toujours d'une génération à l'autre, parce qu'il faut quand même le penser comme ça, parce que la réalité est ça. D'une génération à l'autre, quand on est noir aux États-Unis, quelqu'un a de toute façon subi la discrimination. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à se faire arrêter par la police dans une voiture. Donc ça veut dire quelque chose de votre place, de l'internalisation aussi de ce qui est possible ou de ce qui n'est pas possible. Quel type de révolte vous pouvez vous autoriser dans cet espace-là. Et finalement, oui, ils sont d'une patience assez grande, et je suis pas sûre qu'on l'aurait également. Donc je suis pas sûre qu'il y ait une culture insurrectionnelle réellement ancrée dans ce contexte-là, mais des moments où, grâce à la convergence des luttes avec d'autres lieux, la chose devient plus prégnante parce qu'ils se sentent soutenus, parce qu'autrement ils sont tout seuls. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Oui, on comprend à vous écouter que c'est important de voir ça dans le temps très long, puisque Alejandro parlait aussi du temps écoulé entre un âge des révolutions où il est question d'insurrection révolutionnaire et puis les abolitions effectives dans les nations latino-américaines, et c'est un temps qui se compte parfois en demi-siècle. Et là encore, faire la chronologie des choses plutôt que de décréter l'appellation insurrection ou encore ces cultures communes, je pense que c'est un bon exercice d'historicisation, pour employer un mot long. Je voulais justement rebondir sur les termes qu'on emploie depuis le début de la session, puisque j'ai remarqué, moi, en tant que présentatrice, qu'il était question d'insurrection dans le titre, dans la façon dont la séance était présentée, et non pas de révolution. Donc déjà, c'est un choix qui vous met sur la piste des mondes de l'esclavage et du post-esclavage, alors que la question raciale n'est pas équivalente à la question des esclavages et des post-esclavages. Donc, je me suis demandé ce que vous aviez respectivement à dire dans vos époques et vos contextes particuliers sur cette question révolte, insurrection, résistance, révolution. C'est un champ sémantique qui est complexe. Et il vient d'être question, par exemple, des émeutes ou des marches ou de toutes les formes que peuvent prendre ces mouvements. Et puis, dans les échanges, Sarah a aussi évoqué les solidarités, puisque il y a aussi cette version-là de l'émancipation ou de l'opposition à la domination raciale. Il est aussi question de solidarité. Pour être plus concrète, est-ce que Alejandro et Sarah, vous pourriez nous parler justement de cette typologie finalement des soulèvements contre l'oppression raciale? Il y a plein de façons de le faire, et elles ne se valent pas toutes quand on est historienne et historien et qu'on le regarde de loin. Je sais qu'Alejandro travaille justement sur ce qu'il appelle les altérisation racisée. Il est question de l'autre, de subalternisation aussi, c'est le sujet qui l'occupe en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette expression signifie justement dans cette typologie des façons de parler d'oppression raciale? Et puis quant à Sarah, je sais que vous avez repéré ou étudié différents moments justement de ces mouvements révolutionnaires africains, américains ou africains tout court. Est-ce que on peut justement parler un petit peu plus précisément de cette typologie, taxinomie, appelez-la comme vous voulez, mais il y a plein de termes à explorer. Oui, merci Romy. Bon, ce qui est intéressant de regarder les choses dans la longue durée, c'est de voir comment précisément des mots comme race, des marqueurs d'altérité, changent au fil du temps. D'un point de vue sémantique. Et la notion de race, bon, ça existe depuis, on l'utilise en tant que marqueur depuis le Moyen-Âge. Et à la fin du Moyen-Âge, dans les mondes hispaniques, il y a un tournant très important, précisément pour raciser
et ensuite pour discriminer les descendants des juifs convertis et de musulmans convertis au christianisme. Et ce tournant dont à la notion de race une connotation culturelle, c'est-à-dire c'est plus ethnique. Avant, c'était une connotation en lien notamment avec les lignages ou l'origine. Tous les Africains, c'était des Guinéens, par exemple. Et ces notions-là, ça continue, ça va pas disparaître jusqu'à la période des indépendances dans le monde hispanique. Et c'est ça que je trouve par rapport aux révolutions de l'ère caribéenne, aux anti-françaises et dans le monde colonial français, aux Français en général, très intéressant parce que on voit qu'il y a de perceptions d'altérité qui vont affecter la façon dont les individus agissent en faveur ou en contre des secteurs groupes qui sont racisés ou minorisés. Rendu mineur, cette notion aristotelienne qui est utilisée depuis le Moyen-Âge pour traiter différemment les femmes et aussi les individus qui sont différents à nous. Dans le cas de la péninsule ibérique, c'est clair, ces secteurs des nouveaux chrétiens, c'est ce qu'on appelle à l'époque les nouveaux chrétiens. Et là, il y a un voyageur prussien que vous connaissez sûrement, Alexander von Humboldt, qui tombe dans cette contradiction, parce qu'il y a cette vision de l'Atlantique Nord qui devient de plus en plus biologique. Et lui, il dit, mais voilà, c'est dans l'essai politique sur la Nouvelle-Espagne. Sur la Nouvelle-Espagne, pour ici à Paris, en 1801. Et lui, il dit, c'est ce qui est, on essayait de comprendre, c'est ce qu'il parle de monde hispanique, parce il connaît les cas espagnols, il dit, bon, c'est ce qui est déterminant pour la discrimination en Espagne, c'est être descendant d'un musulman ou d'un juif, tandis que l'Amérique espagnole, c'est descendre d'un esclave noir. Donc, mais c'est les mêmes systèmes, c'est les mêmes systèmes mentaux dont il essaye d'expliquer ça. Mais il faut pas établir des différences aussi marquantes entre cultures pour comprendre l'altérité. Même aux États-Unis, c'est très clair entre les Nord et les Sud. Et en revenant au cas de la Révolution haïtienne, bon voilà, pour Jefferson, c'était très clair, dans ses notes sur le State de Virginia, bon, il dit voilà, les blancs et les noirs ne peuvent pas vivre ensemble, ils vont finir pour s'entretuer. Soit les blancs tous les noirs, soit les noirs tous les blancs. Donc il faut les envoyer ailleurs. Les afro-descendants colonisés au-delà des Rocky Mountains en Afrique ou même plus tard Haïti. Mais il y a au nord ou ailleurs aux États-Unis d'autres individus. Il y a un cas qui lorsque je l'ai étudié, ça m'a frappé, c'est le cas de John Adams lorsqu'il devient président des États-Unis à la fin des dernières décennies du XVIIIe siècle. Et lui, il est capable parfaitement de négocier avec tout ça l'ouverture. Il s'arrive à un accord commercial, etc. Et bon voilà, mais c'est quelqu'un qui vient de Massachusetts, vous voyez. Donc c'est une perception complètement différente. C'est quelqu'un qui vient pratiquement d'une autre planète par rapport aux États du Sud. Et aussitôt que Thomas Jefferson devient président des États-Unis, voilà, il détruit cet accord et c'est comme bon le retour à la normale. Et donc il y a toujours cette dynamique, non? Au fil du temps, ces perceptions changent et il y a un impact sur la façon dont on subalternise, on introduit des mécanismes de travail forcé. Et là, la race ou l'altérisation raciale, c'est un mécanisme pour le faire. Mais comme je disais tout à l'heure, la minorisation, rendre mineur certains secteurs, c'est aussi un moyen de le faire. Les cas des indigènes un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait des indios à l'Amérique espagnole, il y avait pour les Espagnols, il y avait des Indiens dans les îles Philippines, les Chinois, il était aussi des Indiens, pas les Noirs. Donc ça permettait ça justifiait l'esclavisation, la réduction de l'esclavage des Noirs. Donc qu'est-ce que cela signifiait? Bon, cela signifiait que bon voilà, après las casas, on peut pas réduire en esclavage les indigènes, mais étant donné qu'il faut les protéger parce qu'ils sont mineurs, ils deviennent
chrétien, et donc, mais on peut introduire d'autres mécanismes. L'encomienda, le service personnel, la mita, donc ce sont des mécanismes de travail forcé qui viennent inspirés de l'époque médiévale et même des formes existantes dans l'Amérique, aux Amériques, dans les cas des indigènes du Pérou, la mita, non, le janacona, ce sont des mécanismes d'exploitation qui ont été ressuscités par les Espagnols précisément pour plus les réduire en esclavage. Donc, parce que c'était des sujets de Castille, comme l'avait déclaré la reine Isabelle en 1701, 1702. Et d'autre part, il y a une autre perception qui est aussi assez intéressante, c'est l'empathie. Non, l'empathie. Et étudier l'empathie, comment quelqu'un peut devenir sensible pour un secteur, pour un autre individu. Et là, nous savons encore une fois, dans la longue durée, des cas qui sont très clairs, dans le monde hispanique, d'abord, des chrétiens. Il faut qu'ils soient convertis au christianisme. Déjà, c'est quelque chose de très important. Et donc, et les autres qui ne se convertissent pas, qui sont menaces, les musulmans, los indios bravos, les indigènes des frontières qui empêchent l'évolution ou l'extension de la frontière espagnole. Ce sont des ennemis, pas seulement de la couronne, mais aussi des Espagnols qui se trouvent sur place, sur les frontières coloniales. Et donc, développer une sensibilisation à l'égard de l'autre, de l'empathie, ça d'abord implique regarder l'autre au même niveau que nous, d'une manière inférieure, mais pour agir en tant que mineur. Et là, pour les cas des abolitionnistes du XVIIe, XIXe siècle, l'époque révolutionnaire donne l'opportunité précisément de regarder aux yeux ces individus qui avaient été subalternisés soit par l'esclavage, soit par d'autres formes d'exploitation servile. Et c'est pour ça que les cas de Belay ici, le député de Saint-Domingue qui arrive ici en 1994, c'est tellement important parce que c'est quelque chose de majeur parce que voilà, et ils peuvent devenir des acteurs politiques et on les voit à l'époque de la Révolution. Il y a eu un tournant magnifique aux études de révolution hispano-américaine depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, des études from below, non? C'est à peu près ce qui s'est passé avec la révolution de Saint-Domingue aux années 90. Et donc, on trouve des choses magnifiques comme des afro-descendants dans une assemblée constituante qui rédige une constitution pour l'État libre de Cartagena en 1812. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qui font la différence, c'est-à-dire un regard égalitaire au niveau de cette citoyenneté moderne, mais à la fois que ça existe, il y a aussi les revers de la monnaie. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des perceptions différentes, il n'y avait pas cette perception essentialisante biologique qui existait à l'époque de l'Atlantique Nord et aux Caraïbes, britanniques et français, dans l'Amérique espagnole, mais ils vont rattraper ce retard, malheureusement. Et il y a un ouvrage de Rebecca Earle sur la perception précisément des indigènes, ça s'intitule The Return of the Native. Et c'est voilà, l'indigène avait été un symbole très important dans le cadre pour les idées de révolutionnaires hispano-américaines depuis les premiers moments de la fin du 19e siècle, de la fin du 18e siècle. Mais après, à la fin des années 20 du 19e, il y a une sorte de retour en arrière. Donc, encore une fois, c'est l'Indien sauvage, c'est l'Indien indolent, c'est plus l'Indien citoyen qui, encore une fois, est repris par les politiciens, les législateurs, et donc une nouvelle étape de discrimination commence. Et là, à ce moment-là, on peut mesurer effectivement l'impact des idées raciales contemporaines sur les continents, sur le sous-continent hispano-américain. Je ne connais pas les cas portugais, brésiliens, mais en tout cas, ça c'est très clair. Mais comme vous voyez, c'est l'altérisation. La subalternisation, c'est-à-dire altériser signifie donne des excuses, des justifications pour subalterniser, non, par voie de la racisation, par voie de la minorisation, mais aussi ça peut donner l'opportunité de regarder l'autre, non, au même niveau, égal ou presque égal, et pour introduire des mesures pour se sensibiliser à leur égard et essayer de construire quelque chose pour une société plus égalitaire. Et mais bon, voilà, je crois que bon, c'est ça que je voulais dire en fait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sarah pour cette dernière.
Alors je vais reconnaître une chose, c'est que j'étais un peu ennuyée par les termes. Parce que et c'est pour ça aussi qu'avant de venir, j'ai passé pas mal de temps à regarder de la presse, notamment années 60, années 50-60, pour voir en fait ce qui était dit. Je suis ennuyée parce que les deux premiers termes, révolte et insurrection, en fait, tous les termes évoquent en fait des points de vue très différents et opposés, en fait. Parfois sur un même événement. C'est-à-dire qu'on parle effectivement, pour faire la suite de ce que je disais tout à l'heure, de révolte et d'insurrection, souvent, notamment dans la presse, quand on fait partie de cette majorité, qui va donc circonscrire un événement qui semble à la fois ébranler en fait l'institution, mais ça ébranle simplement, ça ne va pas détruire la chose en fait. Et quand je reprenais en fait les différents articles, il y avait justement cette idée de circonscrire, c'est-à-dire dire que c'est temporaire, que ça ne va pas modifier la structure globale. La structure, par exemple, esclavagiste ou la structure ségrégationniste ne change pas. On a eu peur, mais ça ne veut pas dire que ça changera. On insiste sur le fait que c'est un lieu donné, donc que ça ne va pas forcément se propager à d'autres endroits. Et donc, par exemple, si c'est la presse d'un État particulier, on dit c'est dans telle ville, mais ne vous inquiétez pas, en fait, on a maîtrisé la chose pour que ça ne contamine pas le reste de l'espace. On a aussi une circonscription temporelle, c'est-à-dire qu'on va définir et insister sur le fait que la chose dure très peu de temps. Et que donc du coup après on reprend aussi la chose et on insiste aussi beaucoup sur le côté soudaineté, forme de désorganisation aussi qui supposément cette désorganisation doit mener justement à la fin de cette éruption et donc finalement tout le discours qui apparaît autour de ces notions-là aux États-Unis sont des discours très très construits, très orientés pour consolider en fait la structure de domination raciale de l'époque. Et donc ça va aussi avec. Je me posais la question par rapport je réfléchissais par exemple au massacre de Tulsa. Donc dans la ville de Tulsa en 1921, un groupe d'habitants blancs de la ville se rend dans un quartier noir qui s'appelle Greenwood, qui est plutôt un quartier classe moyenne aisée. Donc les gens s'en sont bien sortis malgré la ségrégation et en fait détruisent le quartier intégralement. C'est-à-dire que on a plus de 1400 maisons, boutiques qui sont détruites, on a des gens qui sont tués. Alors on estime globalement à peu près 300 personnes et quand on voit les images d'archives, en fait c'est comme un lieu de guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment pour l'Ukraine. C'est vraiment ça. Et donc, la rhétorique associée à ça est celle d'un fait divers, en fait. Il y a un groupe d'hommes qui se rendent pour une raison qu'on ne connaît pas dans ce quartier. Il y a dû avoir quelque chose, mais on ne parle pas d'émeute, on ne parle pas de rébellion, on ne parle pas d'insurrection, on ne parle pas de répression raciale. Et en fait, on fait passer la chose sous le fait divers, quelque chose qui va se passer, mais de manière assez... ça nous arrive jamais, globalement. Et donc, finalement, en fait, on apprend très longtemps, en fait, ce discours double, à la fois politique et médiatique, sur la rébellion, l'insurrection et du côté en fait des minorités. Et après le discours sur l'émeute est aussi du côté des minorités. On ne parle pas d'émeute dans un quartier généralement italien-américain à New York. On va parler si c'est hispanique-américain, ça sera une émeute. Et du coup, alors récemment, et je me posais la question par rapport à Black Lives Matter, puisque c'est aussi une extension dans le titre, visiblement tout le monde fait très attention désormais à ne pas parler trop d'émeutes finalement. Ils ont parlé de protestations, notamment à la mort de Michael Brown, où il y a eu des confrontations assez sévères entre la population du quartier de Michael Brown et la police, avec des jets de pierres et autres. Et là, il n'y avait pas de discussion sur l'émeute ou l'insurrection, il y avait protestation. Et donc ça veut dire, même sur Fox News, que les gens réfléchissaient par rapport au discours qui était porté, qui était sur l'égalité face à la loi, l'égalité face au traitement de la police, et donc du coup comprenaient le discours politique d'abord avant le sensationnel des images. Et ça, du coup, je pense que c'est malgré tout une évolution. Du côté où moi je me trouve avec les gens que j'étudie, en fait, les gens parlent plutôt effectivement de résistance et de révolution, et en même temps avec des vrais débats qui sont parfois tendus, dans la mesure où résistance fait aussi appel à un combat de la longue durée, et quelque chose qui est très invisible, quelque chose qui est de l'esclave qui décide de ralentir le travail sur une plantation en cassant ses outils, à celui qui va faire du marronnage, donc s'enfuir,
toute forme de résistance passive ou supposément passive, et aussi, par exemple, d'un point de vue intellectuel, documenter l'histoire noire, c'est une forme de résistance. Aussi, pendant les années 40, c'est beaucoup le cas. Promouvoir les arts noirs par la Renaissance de Harlem dans les années 20, c'est aussi une forme de résistance. Et finalement, c'est en conjoint avec l'idée de révolution, en fait. C'est encore une fois quelque chose qui va sur deux jambes. Et donc, je suis toujours un peu embêtée par ces termes-là, parce que ça nous replace en fait aussi dans une confrontation qu'on essaie d'éviter et de déconstruire tous, en fait. Et parce que du coup, ça porte un jugement, en fait, que nous essayons de déconstruire. Après, si c'est par la voix des acteurs, ce qui est toujours un questionnement pour moi, ne pas parler à la place d'eux, eh bien, pourquoi pas, ils parlent pour eux-mêmes. Mais là, en fait, on est, par exemple, Black Lives Matter n'est pas considéré comme une révolution, alors que potentiellement, ça pourrait être le cas dans la mesure où c'est un mouvement qui touche tout le pays et qui désormais a des antennes ailleurs, dans des pays où les populations noires et non blanches et pas que non blanches d'ailleurs sont confrontées à la violence policière. Donc ça pourrait être le cas, mais le libellé, on n'en est pas arrivé encore là, en fait. Donc j'admets que je suis embêtée et je vais l'être un petit moment. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.